Bon, ben, bonjour tout le monde. Merci d'être là, présent et présente avec nous aujourd'hui pour notre dîner-conférence sur les finances personnelles. Nous avons trouvé bon de pouvoir organiser une telle séance parce que, comme vous le savez, nous sortons de pleine pandémie. Il y a énormément de choses qui ont évolué, qui ont échangé dans notre environnement. C'est sûr qu'il faut faire attention avec nos dépenses personnelles pour ne pas se retrouver rapidement dans une situation financière qui est défavorable. Mais c'était aussi une question aussi parce que j'ai eu à rencontrer aussi beaucoup de personnes, entre autres majoritairement de ma communauté, qui justement n'avons pas fait, au fait, nous n'avons pas été prudents du côté finances personnelles. Et lorsqu'on arrive à un âge de responsabilité, lorsque nous arrivons sur les marchés du travail, ben, il y a certaines réalités du passé qui nous rattrapent et bien évidemment, ça ralentit énormément la progression de beaucoup de personnes. Et nous, en tant que structure, la Jeune Chambre du Congo-Kinshasa au Québec, il était important pour nous de pouvoir avoir ce genre de coaching avec un conseiller financier certifié pour justement nous donner des astuces pour pouvoir éviter ces genres d'erreurs. Pour nous, oui, mais surtout pour la jeunesse qui va suivre cette vidéo-là par la suite pour pas qu'ils puissent commettre les mêmes erreurs que peut-être nous, les gens d'une première génération arrivés au Québec ici, avons pu commettre pour avoir une communauté qui va être en santé financièrement et nous permettre de pouvoir évoluer pleinement au Québec, mais aussi de contribuer de façon significative à l'économie québécoise. Alors aujourd'hui, nous avons la chance d'être avec M. Denis Desrivaux, qui est conseiller financier. Merci beaucoup, Dani, d'être là avec nous. Et nous avons Madame Pamela et un autre compatriote qui est connecté actuellement. D'autres personnes vont suivre à fur et à mesure vont se connecter à fur et à mesure que nous allons évoluer. Alors, vous savez, pour tenir ce genre d'événements, ben, ça prend le support de plusieurs personnes, de plusieurs organisations. Dans le cadre de ces dîners-conférences, nous avons la chance de pouvoir compter sur des partenaires qui nous accompagnent dans l'organisation, qui nous ont accompagnés dans l'organisation de ces dîners-conférences. J'aimerais céder la parole à l'une d'entre elles parce que c'est elle qui est connectée actuellement, Madame Pamela Landreville, que j'aimerais qu'elle puisse se présenter et présenter surtout la structure qu'elle représente. Pamela, à vous la parole. Merci beaucoup. Donc, enchantée de faire toute votre connaissance et surtout merci beaucoup à Fabrice d'avoir toujours de nouvelles initiatives, des nouvelles idées en termes de projets. Donc, un entrepreneur né, ça fait toujours plaisir de collaborer. Donc, je vais faire rapidement pour qu'on puisse aller sur le vif du sujet aujourd'hui. Moi, je représente Africa Tourism Consultants. On a fondé l'entreprise en 2020, en pleine pandémie. Donc, on offre des produits et services africains, en fait. Donc, à la base, on est des consultants en tourisme et en hôtellerie. Donc, on aide les entrepreneurs à bâtir, à mettre en place, à réaliser leur rêve d'ouvrir un guest house, un restaurant ou alors d'un établissement hôtelier. Normalement, on est sur 2, 3 ou 4 étoiles. Donc, à la base, on est un groupe de consultants et on avait une demande de plus en plus grande pour des produits africains, soit pour meubler justement un restaurant qu'on était en train d'aménager. Est-ce que je peux, monsieur Auris, question, est-ce que Oui. je peux partager l'écran? Je vais vous montrer rapidement le site web. Une image vaut 1000 mots. Je pense que ça va être beaucoup D'accord, plus. ben écoute, je vais te mettre comme host, comme ça, si vous pouvez me retourner l'ascenseur tout de suite après pour que je puisse mieux gérer la discussion. Allez-y, ouais, c'est fait. Parfait. Donc, je partage l'écran. Donc, on a des fournisseurs. Là, en ce moment, je suis à Abidjan. Donc, bien sûr, on travaille avec les communautés locales. Tous nos produits sont faits à la main. Justement, ce matin, j'ai couru à droite, à gauche
dans les marchés, en fait, pour voir ceux qui confectionnent en fait, les produits. On a nos clients qui sont principalement en Europe, aux États-Unis et au Canada. Donc là, vous voyez des djembés. On a plusieurs sections, donc une section vraiment pour tout ce qui est décoration, aménagement de la maison. Les instruments de musique sont très populaires et c'est une grande fierté en fait de pouvoir partager les instruments de musique africains aux quatre coins de la planète. Donc, en ce moment, ce qui fonctionne très, très bien, c'est l'instrument ici, à ce là. Donc, voilà, une grande variété de produits et services pour nos clients qui sont passionnés de l'Afrique. Donc, on est toujours à la recherche de nouveaux fournisseurs pour avoir des produits qui sont exclusifs. Bien sûr, tous nos produits sont fabriqués en Afrique. Quand on dit Afrique, c'est Afrique subsaharienne. Voilà, et fait à la main, bien sûr. Donc voilà, ça vous donne un bel aperçu de ce qu'on fait. Et la section service, ici, si on y va rapidement, c'est nos consultants qui sont listés avec leur offre de service, qu'est-ce qu'ils sont en mesure d'offrir à nos clients. On reconnaît Fabrice qui est là. Donc, on a des spécialistes dans différents domaines. Partout. Donc, autant dans la restauration, l'hébergement, les chefs de cuisine. J'ai un ancien militaire, un espèce de G.I. Joe, qui, lui, est spécialisé justement dans des missions très, très spécifiques pour encadrer les hôtels dans leur sécurité. On a des designers graphiques et j'en passe, des experts de l'industrie du service pour bien rentabiliser les hôtels. Ça, c'est une grande demande que l'on a beaucoup. Comment rentabiliser un projet touristique? Donc, voilà. Et ça, on couvre toute l'Afrique subsaharienne. Donc, les clients commandent soit les produits en ligne et nous, on leur fait parvenir directement. Soit à travers nos fournisseurs, ou soit on le fait nous-mêmes depuis la Côte d'Ivoire. Sinon, on a des fournisseurs qui sont en Australie et aux États-Unis également, avec leurs produits africains déjà répertoriés. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce que nous, on fait chez Africa Tourism Consultants. En tout cas, on est en plein développement. On est en plein développement et personnellement, je cherche quelqu'un pour gérer et développer nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Donc, je serai ouverte aux suggestions. Donc, l'invitation est lancée. On va bientôt recruter, on va bientôt élargir l'équipe au niveau des réseaux sociaux. Ah, Pamela, j'ai quelqu'un pour vous, là. Donc. Il faut me le référer parce que... C'est bon. Voilà, non, il faut que je délègue, donc... Je suis un gars de contact, là. On va trouver une solution rapidement. Voilà, donc j'ai vraiment envie de créer du contenu. On a des beaux produits, des beaux services, mais après, chacun sa spécialité. Moi, je m'éclate avec LinkedIn, très active sur la plateforme, mais Facebook et Instagram, franchement, j'ai pas l'impression. Je suis trop vieille. Donc, voilà, j'aimerais avoir quelqu'un de très dynamique qui va savoir capter l'attention de clients potentiels, voilà. Et surtout animer, voilà, la plateforme Facebook et Instagram. Donc, voilà, questions, commentaires, ouvertes aux suggestions. Bah, si jamais je préfère, en fait, Pamela, s'il y a des questions, je préférais qu'on les fasse à la fin de... Je ne sais pas si vous allez rester jusqu'à la fin, mais j'aimerais qu'on puisse réserver une séance. On va avoir une séance des questions-réponses. Sinon, les personnes intéressées peuvent contacter Pamela directement ou soit ils peuvent toujours passer par nous. On fera la mise en relation sans problème. Donc, n'hésitez pas à les faire en temps et lieu. Donc, voilà, merci beaucoup, Pamela. Juste peut-être, ah oui, vous m'aviez remis host, hein, je pense bien. OK, d'accord. Oui, je viens de vous
Donc, je mérite tout simplement parce qu'ils ont eu des empêchements. Ils ne pouvaient pas être là avec nous, les deux autres partenaires, qui est Congo Business Network, qui est un regroupement, oui, des entrepreneurs congolais à travers le monde, donc qui fait des choses exceptionnelles au niveau de la RDC, mais aussi partout ils étaient à Vivatech, ils se promènent Africa Summit, ils sont partout. Et aussi nous avions Kivuvu, qui est une structure de microfinance au niveau de la RDC, qui aide les populations locales à pouvoir avoir accès à du financement et mener à bien leurs activités économiques. Donc, un grand merci de la part de la Jeune Chambre pour votre accompagnement. Alors, sans plus tarder, on va passer à la parole à Dani, qui est conseiller financier pour nous faire sa présentation. Donc, Dani, à toi la parole. Et voilà, je te mets hausse, comme ça tu as le plein contrôle, la gestion de la plateforme. Juste un instant. C'est fait? Voilà, Parfait, c'est je fait. vois. Ouais. Bien, premièrement, bonjour à tous. Merci beaucoup, Fabrice, pour cette initiative. C'est bien apprécié l'opportunité. Et pour moi, je dis même la responsabilité d'adresser ton groupe pour quelque chose que je juge qui est très important pour nous tous. Donc, merci de l'opportunité d'adresser tout le monde. Puis merci de créer des initiatives pour quelque chose qu'on sent qui est très important pour nos communautés et les gens à qui on a accès en termes de points d'influence, points de référence pour tout le monde. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir ce que j'ai préparé pour vous aujourd'hui. Allons-y en mode plein écran. Simplement me confirmer, Fabrice, si oui, on voit bien. Mon écran. Ah, oui, excellent. On voit bien. Donc, commençons par les introductions. Qui est Dani Derivo? Donc, je suis originaire de Laval. Mes parents sont d'origine haïtienne, sont nés en Haïti, ont immigré au Québec vers la fin des années 70. Je détiens un baccalauréat en finance de l'Université de Connecticut aux États-Unis, en plus d'un MBA, une maîtrise en administration des affaires de l'Université de Richmond. Donc, la finance a toujours été en moi depuis que je suis tout jeune. Que j'ai approfondi avec mon parcours académique à l'université. Par contre, mon appétit pour le sport professionnel m'a un peu espacé de mon parcours, de ma formation académique. Je suis allé jouer au football américain dans la Ligue canadienne. J'ai joué 5 ans avec les Alouettes de Montréal, 1 année avec les Argonauts de Toronto. J'ai été assez fortuné pour faire partie de 3 équipes championnes, donc 2009, 2010 et 2012. Et aujourd'hui, je cumule mes 2 passions. Je fais de l'analyse télévision, football pour la NFL et la CFL avec la station de télévision francophone RDS. Et je fais aussi du conseil financier pour le cabinet coaching financier Trek. Qu'est-ce que mon introduction ne dit pas, c'est que je crois beaucoup à l'aspect éducation. Fabrice l'a mentionné, l'aspect éducation, l'aspect connaissance est très important. Donc, il faut transférer l'information, il faut donner l'information aux gens autour de nous pour qu'ils soient capables de s'avancer, prendre de meilleures décisions, peut-être s'il est un peu trop tard pour leur parcours à eux autres, peut-être passer l'information aux gens qui sont derrière eux autres, leurs enfants, les gens qui sont derrière eux autres, pour s'assurer qu'eux ne fassent pas les mêmes erreurs ou se positionnent mieux dans le futur. Donc, l'aspect éducation est très important pour moi. C'est pour ça que je fais ce genre de conférence. Je veux donner de l'information. Beaucoup de choses que j'adresse, que j'ai introduites, c'est des choses que moi, j'ai bénéficié d'un jeune âge. J'ai 40 ans aujourd'hui, mais dès que je suis embarqué sur le marché du travail à l'âge de 25 ans, j'ai mis des choses en place. J'ai commencé à placer de l'argent, j'ai fait des investissements, j'ai mis des fondations en place, puis j'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'en tire bénéfice. Donc, pour moi, c'est très important de passer les choses mes succès auprès de la relève. Et pour terminer, l'aspect éducation, j'ai l'impression que moi, j'ai un parcours d'athlète, une formation athlétique. Puis, quand on est dans le domaine de la santé, on parle de se battre contre l'obésité physique. Donc, quand on veut se battre contre l'obésité physique, on fait beaucoup de prévention. Hein? On veut de moins en moins s'attaquer aux problèmes reliés à l'obésité, qui sont le diabète, la tension, l'espérance de vie qui est diminuée. Puis comment on s'attaque à l'obésité physique, c'est qu'on parle de bien s'alimenter, de faire de l'activité physique. Donc, moi, c'est un peu ça que je veux faire avec mon éducation financière. Je veux m'attaquer à
l'obésité financière. Comment on s'attaque à l'obésité financière? Donc, on n'attend pas que les gens soient dans le trouble financier avant de leur donner de l'éducation. On veut leur parler de prévention. Donc, c'est ça que je veux mettre en place. Je veux m'attaquer à l'obésité financière avec la prévention, comment prendre des bonnes, saines habitudes qui vont nous empêcher, minimiser le risque d'avoir de l'obésité financière, qui sont des fois des problèmes qui sont difficiles à corriger. Donc, rentrons dans qui on est en termes de cabinet. Moi, je travaille pour un cabinet là, qui est indépendant, qui a 20 ans d'expertise dans l'industrie. Puis l'aspect indépendant du cabinet est très important. Ça fait en sorte qu'on n'est pas affilié à une marque, on n'est pas associé à une marque, on n'a pas une pression là, de vendre, distribuer un produit plus qu'un autre. Nous, on est capable de vraiment jouer le rôle de courtier puis de piger à travers les meilleures options, tant produits d'assurance, produits de placement à travers le marché et de faire le travail de recommandation objectif et d'offrir les meilleures options, les meilleures solutions sur le marché à nos clients parce qu'on est indépendant. Donc, pour nous, moi, je pense que c'est une force. Au fil du temps, on s'est développé des expertises dans certains créneaux, les jeunes professionnels, les entrepreneurs, les médecins. On est présent dans plusieurs universités, donc on fait ce type de conférences dans plusieurs universités parce que les jeunes professionnels, c'est l'aspect relève, c'est une éducation, puis c'est une valeur qui est importante pour nous. Donc, on fait ce genre de conférences-là dans plusieurs universités et de plus en plus dans des environnements à l'extérieur de la plateforme académique. On est des conseillers de carrière. Conseiller de carrière veut dire qu'aujourd'hui, je suis un conseiller financier et je n'aspire à être qu'un conseiller financier. Donc, l'aspect accompagnement à long terme, c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais aussi, petit conseil, toute personne, quand vous faites votre magasinage là, de conseiller financier, assurez-vous de faire une validation auprès de l'AMF, de valider que les licences, les certifications sont en règle, il y a des numéros de permis qui sont émis, ils sont valides, il y a des assurances, responsabilités. Et ça, c'est toujours la première barrière là, de sécurité, c'est l'AMF qui va la gérer. Donc, assurez-vous là, à travers votre magasinage de s'assurer que allez faire un petit tour sur le site de l'AMF pour valider avec le nom de la personne qui essaie de vous conseiller, que vous avez approché, que tout est en règle du côté de l'AMF. Puis, pour finaliser, qui qu'on est, on n'est pas seul dans cette équation-là en termes de le service qu'on offre aux clients qu'on a. On a accès à d'autres professionnels. Des fois, on aime ça s'appeler comme les médecins généralistes de la santé financière. Ça veut dire que nous, on est capable de faire une analyse de surface. Oui, on a des champs d'expertise, mais on fait une analyse de surface. Puis si jamais on juge qu'on a besoin d'autres alliés pour augmenter le niveau de service à nos clients, on est capable d'aller chercher d'autres professionnels, que ce soit des notaires, des fiscalistes, des avocats au besoin, courtier immobilier, courtier hypothécaire. Donc, on est capable de compter sur d'autres intervenants là, pour s'assurer qu'on offre toujours le meilleur service possible aux clients et à notre clientèle. Donc, j'encourage tout le monde là, toujours de compter le plus possible sur différents intervenants. Les expertises qu'on a au sein de notre cabinet, c'est tout ce qui a rapport avec stratégie de remboursement de dette, accumulation de liquidités, protection du patrimoine qui vient de la portion assurance, tout ce qui est invalidité, maladie grave, décès, la portion investissement, REER, CELI, REE pour les régimes d'épargne études pour les enfants, l'ECRI pour les transferts de pension, d'employeurs à une gestion plus personnalisée. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on fait de point de vue placement. Et pour nous, qu'est-ce qui nous intéresse le plus, c'est l'aspect accompagnement à long terme, l'aspect planification de retraite, créer des plans personnalisés. Donc, pour nous, on est moins intéressé à vendre un produit à une personne, puis après ça, ne plus jamais lui parler, de vendre un autre produit à une autre personne, ne plus jamais lui parler. On veut mettre différents produits en place à l'intérieur d'une structure, à l'intérieur d'une planification qui fait en sorte qu'on est capable d'optimiser la structure, puis permettre aux gens d'accumuler et d'accomplir certains objectifs qui se sont fixés quand ils consultent un conseiller. Le premier aspect que je veux couvrir dans la présentation aujourd'hui, qui est pour moi l'aspect le plus important, et j'ai vu Fabrice le partager là, dans certains articles là, avant la présentation d'aujourd'hui, c'est l'aspect du budget. Donc, le budget, c'est la chose la plus importante. Je lisais un article l'autre jour qui disait que seulement 50% de la population canadienne font usage d'un budget. Et pour moi, c'est tragique comme statistique. Ça veut dire qu'il y a une personne sur deux qui n'a pas un visuel factuel de qu'est-ce qui se passe avec sa situation financière, les entrées d'argent, la sortie d'argent. Pour moi, c'est l'équivalent d'avoir une grosse compagnie là, comme Bell Media, comme Air Canada, qui n'émettait pas d'état financier ou qui ne faisait pas le concept de qu'est-ce qui se passe avec les entrées d'argent. Comment tu fais pour savoir si les stratégies que tu mets en place sont profitables, sont déficitaires? Est-ce qu'il reste de l'argent à la fin du mois? Est-ce qu'il y a peu d'argent à la fin du mois? Est-ce que
les stratégies que tu mets en place te permettent d'avancer vers tes objectifs ou t'éloignes de ton objectif. Donc, l'aspect budget est très important, autant pour les compagnies qu'on juge qui se respectent, comme n'importe quel individu qui veut avoir une meilleure idée de ce qui se passe avec sa situation financière. Donc, les principaux postes budgétaires d'un budget vont souvent être en deux catégories. L'aspect numéro un, c'est souvent les revenus. Les revenus égale les entrées d'argent. Très souvent, ça va venir des salaires. Donc, on va avoir une bonne idée de c'est quoi le montant d'argent qui rentre. Le montant, oui, des fois, on a un salaire brut qui nous est promis, mais on veut avoir une bonne idée de, après les déductions, les retenues à la source, après l'imposition, c'est quoi l'argent net qui rentre avec lequel on peut mettre des choses en place, dépenser. L'autre poste budgétaire qui est le plus important dans la gestion du budget, c'est les dépenses. Donc, qui dit dépenses dit les sorties d'argent à l'intérieur de notre budget. Donc, souvent, les choses principales qu'on va voir à l'intérieur de nos dépenses sont tout ce qui a rapport avec l'habitation, le loyer si on est locataire, l'hypothèque si on est propriétaire, les assurances pour les biens immobiliers. Ça rentre dans le poste budgétaire habitation. Tout ce qui est transport, véhicules, essence, les assurances véhicules, les transports en commun, si c'est ça qu'on utilise. On veut savoir combien ça nous coûte mensuellement, annuellement pour se déplacer. La nourriture, il faut s'alimenter. Donc, tout ce qui est épicerie, restaurant, on veut avoir une bonne idée de qu'est-ce qui se passe, quel est le montant alloué à cette source-là. Les loisirs, il faut avoir du plaisir. On ne peut pas juste travailler, mettre de l'argent de côté pour la retraite. Donc, tout ce qui est sortie, activité, on veut savoir combien d'argent est dépensé dans ce poste-là. Il y a aussi l'aspect dette. Très peu de gens arrivent sur le marché du travail sans dette, que ce soit des dettes d'études, que ce soit des dettes de carte de crédit, que ce soit des dettes de prêts personnels. On veut être capable de bien comprendre quel montant de dette on a, rentrer ça dans notre budget, puis s'assurer qu'on a une gestion globale des dettes à travers notre budget. L'impôt pour les travailleurs autonomes. Très souvent, on va avoir des travailleurs autonomes qui perçoivent beaucoup de revenus, mais qui font l'erreur de budgéter par acompte des acomptes provisionnels le montant d'argent qu'ils vont devoir à l'impôt à la fin de l'année. Donc, c'est très important de budgéter à travers l'année le montant d'argent qu'on va avoir besoin de remettre à l'impôt quand on est travailleur autonome parce que vous allez devoir payer de l'impôt. Donc, si vous dépensez tout l'argent que vous recevez et que vous ne mettez pas d'argent de côté pour l'impôt, vous allez avoir une dette à la fin de l'année à l'impôt. Et si vous n'avez pas l'argent nécessaire pour payer à l'impôt, là, vous allez vous mettre dans des mauvaises situations ou aller chercher le capital pour payer l'impôt parce que l'impôt, ce n'est pas la personne à qui on veut faire, on veut devoir de l'argent parce que ce n'est pas la personne qui va nous faire les meilleures conditions de prêt sur l'argent qu'on leur doit à travers l'impôt. Donc, très important de budgéter ça à l'intérieur de notre budget. Quel montant d'argent va à l'impôt quand on est travailleur autonome. Un dernier point, fonds d'urgence. Toujours sage d'avoir quelques mois peut-être de dépenses mis de côté en cas d'urgence pour s'assurer qu'on ne soit pas obligé de se tourner vers des mauvaises sources de revenus si jamais on a un pépin, une réparation d'auto, un inconvénient peut-être dans sa demeure, une dépense non prévue. On veut toujours avoir un peu d'argent mis de côté en fonds d'urgence. On veut toujours rentrer ça dans le budget de dépenses pour s'assurer qu'on couvre tout, puis on a un visage clair, factuel sur qu'est-ce qui se passe avec notre budget. Pas qu'est-ce qu'on pense, mais quelque chose qui est factuel avec des chiffres concrets. Quelques applications que j'ai vues là, sur le marché là, qui nous permettent de faire cette gestion-là. Il y a l'application Mint, Fudget, Spendy. C'est des applications là, mobiles là, que vous pouvez utiliser, qui sont Internet, là, que vous pouvez vous permettre de rentrer les informations puis d'avoir un portrait factuel. Sinon, un bon vieux fichier Excel, ça peut servir aussi. Vous rentrez les choses, mais l'idéal, c'est de toujours avoir une image factuelle, un document qui nous permet d'avoir une idée factuelle de qu'est-ce qui se passe avec l'entrée d'argent et les sorties d'argent à travers notre budget. Les dettes, quelque chose à couvrir. Il y a des bonnes dettes, il y a des moins bonnes dettes. Qu'est-ce que je considère être une bonne dette? C'est tout ce qui a rapport à les prêts étudiants. C'est un investissement sur notre capacité d'aller chercher des revenus plus tard sur le marché du travail. Donc, oui, c'est des bonnes dettes. Très souvent aussi, tout ce qui est dette de prêt étudiant, c'est des dettes qui ne vont pas apparaître sur le bureau de crédit, qui va avoir un taux d'intérêt qui est beaucoup plus bas, en plus souvent d'un crédit d'impôt sur l'intérêt. Donc, faire en sorte que le vrai coût de cette dette-là est très bas et ce n'est pas une dette qui va apparaître sur notre bureau de crédit, qui va nous empêcher de faire un prêt pour une hypothèque, pour acheter une maison. Donc, moi, je dirais que ça, c'est des bonnes dettes. Les besoins essentiels, si jamais on doit se procurer un véhicule, puis on n'a pas le capital nécessaire pour payer au complet le véhicule, d'être obligé de se prendre un prêt
personnel pour un véhicule qu'on a besoin pour aller travailler, pour aller étudier, bien, pour moi, c'est un besoin essentiel. Une hypothèque, je dirais, c'est une bonne dette parce que souvent, c'est une dette en échange d'un actif, un actif qui va prendre de la valeur, presque une obligation d'épargne quand on parle d'une hypothèque. Donc, pour moi, c'est quelque chose que je considérais qu'est une bonne dette. Puis en plus, le coût d'intérêt sur les hypothèques, même si ça a augmenté dans les derniers mois, là, je dirais que c'est quand même une bonne dette. Qu'est-ce que j'identifie comme une moins bonne dette? C'est très souvent les cartes de crédit. C'est là qu'on va penser, on va parler d'un taux d'intérêt de 18 à 20 qui est énorme. Donc, on veut se tenir très loin de ce genre de dette-là. Puis, par moins bonne dette, je ne veux pas dire qu'on ne veut pas avoir de carte de crédit. C'est important d'avoir des cartes de crédit. Ça peut dépanner. Ça aide notre dossier de crédit, notre score de crédit. Mais c'est la gestion de la carte de crédit qui doit être très optimale. On doit s'assurer que qu'est-ce qu'on met sur la carte de crédit, le plus possible, on soit capable de le rembourser quand on reçoit l'état de compte. Et on reste loin là, de payer 18 à 20 parce que quand on paye 18 à 20 d'intérêt sur les biens qu'on a achetés avec les cartes de crédit, c'est là que notre argent ne travaille moins bien pour nous. Hein. On aide quelqu'un d'autre à s'enrichir, on aide quelqu'un d'autre à prendre sa retraite tôt parce que nous, on va payer 20 d'intérêt sur les biens qu'on consomme. Dans les bonnes gestions du budget, qu'est-ce qu'on veut faire toujours, c'est de planifier les projets. Planifier les projets le plus tôt possible. Il faut les identifier, il faut se prendre d'avance. Donc, nous, que ce soit l'achat d'un véhicule, la mise de fonds pour une maison, un voyage, un mariage, on veut être capable d'identifier le plus tôt possible quels sont ces projets, quel est le coût associé à l'accomplissement de ces projets-là, puis combien de temps on va avoir pour accumuler la somme d'argent nécessaire pour ces projets-là. Donc, on veut être capable de dire, bien, si moi, j'ai 20 mois pour avoir le projet, combien d'argent ça coûte, je divise le montant par le nombre de mois et j'alloue un montant budgétaire dans mon budget mensuel vers ces projets-là pour faire en sorte que quand c'est le temps d'accomplir ces projets-là, bien, l'argent est disponible. Parce que si l'argent n'est pas disponible, qu'est-ce qui arrive très souvent? Bien, on se tourne vers des mauvaises sources de financement, des marges de crédit, des cartes de crédit. Et c'est là que nos projets nous en coûtent beaucoup plus cher et on ne se met pas dans des bonnes situations pour la gestion de ces projets-là. Donc, pour nous, très important là, dans le budget de planifier les projets, ne pas attendre à la dernière minute. Il y a plusieurs instruments des fois que je vois sur Internet pour des cédules des cédules d'épargne pour aller voyager. Donc, il y a plusieurs instruments que vous pouvez trouver là, mais c'est toujours mieux de planifier d'avance, de budgéter graduellement l'argent nécessaire pour chacun de ces projets pour se mettre dans des bonnes situations où est-ce qu'on s'éloigne des mauvaises sources de financement de projets, qui est souvent du mauvais crédit. Le but de tout ça, d'une bonne gestion de budget, c'est de se créer un budget discrétionnaire. Fait que budget discrétionnaire, c'est l'espace qu'il y a entre les revenus et les dépenses, le X, qu'est-ce qui reste après que les dépenses soient sorties. Donc, on veut que ce budget discrétionnaire-là soit le plus grand possible. On veut certainement qu'il soit positif. Pour qu'il soit positif, il faut que les revenus soient plus grands que les dépenses. Si on sent que le budget discrétionnaire n'est pas assez grand, il y a juste deux solutions. Augmenter les revenus, ça veut dire travailler plus d'heures, aller chercher des sources de revenus additionnelles, ou faire diminuer les dépenses, faire des meilleurs choix, être un peu plus diligent dans nos dépenses. Donc, c'est comme ça qu'on va se créer un plus grand espace de budget discrétionnaire. C'est en ayant une bonne gestion de qu'est-ce qu'on fait avec les revenus, qu'est-ce qu'on fait avec les dépenses, parce que c'est ça le but ultime. On veut un budget discrétionnaire pour être capable de mettre des choses en place, l'épargne retraite, la planification, la fondation. Quelque chose que je sens que j'ai été très bon dans ma vie personnelle, c'est d'être capable de répondre à la question quand c'est temps de faire une dépense. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai besoin ou est-ce que c'est quelque chose que je veux? Donc, si c'est quelque chose que je veux, on parle plus d'une volonté émotionnelle, souvent en réponse à tous les efforts de marketing qu'on voit à l'extérieur. Donc, c'est souvent des dépenses de consommation. Hein. On regarde ce qui se passe dans la cour du voisin, on regarde ce qui se passe à la télévision. On veut s'approprier quelque chose à cause de qu'est-ce que les gens autour de nous vont penser de nous parce qu'on a certains biens. Donc, ça, pour moi, c'est souvent les dépenses de volonté qui sont souvent pas les meilleures dépenses, surtout quand on est en début d'accumulation, en début de vie professionnelle. On veut plus être dans la catégorie du besoin, des choses qu'on a besoin qui sont essentielles, qu'on sait. Puis de cette manière-là, quand on est capable de bien répondre, est-ce que c'est vraiment quelque chose que j'ai besoin ou c'est vraiment quelque chose que je veux? Si on reste plus dans le besoin en début de vie professionnelle, on se met dans des meilleures positions dans notre gestion du budget. Concept qui est très important, c'est vivre à l'intérieur de ses moyens. Vivre à l'intérieur de ses moyens, c'est si je fais 60 000 $, je fit mon style de vie avec les revenus qui rentrent et non, j'essaie de fitter mes revenus avec mon style de vie, puisque c'est très difficile de faire changer
nos revenus. Donc, vivre à l'intérieur de ses moyens, c'est très important et souvent, ça devient, on a la capacité de vivre au-dessus de nos moyens à cause de l'accès au crédit, l'accès à la carte de crédit, qui fait en sorte que même si je fais 60 000 par année, bien, à cause du crédit, je vis au rythme de 80 000 par année, qui fait en sorte que ça peut être très dommageable parce qu'il y a un coût qui vient à vivre au-dessus de ses moyens et on est très exposé à les changements économiques. Hein. Quand on a beaucoup de crédits, on vit au-dessus de nos moyens. Bien, quand il y a des changements, le coût de la vie augmente, le coût d'habitation augmente, bien là, on peut s'exposer à des risques financiers parce qu'on a étiré l'élastique au maximum, parce qu'on était au-dessus de nos moyens. Une règle de base que j'aime donner aux gens, c'est la règle du 50-30-20. Donc, le 50-30-20, qui est une règle d'allocation de revenus, va dire que 50 des revenus qui rentrent doivent aller vers les dépenses essentielles. 30 on veut les voir aller vers tout ce qui est loisirs, plaisir, voyage, cadeaux, fait que 30 et on veut se garder un 20 pour la gestion, planification de la retraite. Donc, quand on a des barèmes, des barèmes identifiés comme de la sorte, ça fait en sorte qu'on ne va jamais sacrifier un projet aux dépens de l'autre. Donc, le moins possible, on va avoir des gens qui vont mettre 45 de leurs revenus vers la planification de retraite et qui vont sacrifier leur plaisir du présent parce qu'ils mettent trop d'argent dans la retraite. Et vice-versa, on ne veut pas non plus que les gens mettent 45 de leurs revenus vers l'aspect vacances, plaisir, restaurants, loisirs au sacrifice de leur retraite. Donc, avec des barèmes 50-30-20, on est capable d'avoir des cibles qui nous disent est-ce qu'on a le bon montant d'argent alloué vers les différentes choses, de façon qu'on ne fait pas de sacrifice aux dépens de l'autre et on garde tous les différents projets, autant plaisir que retraite en vie à l'intérieur de nos moyens. Je pense que c'est très important là, par éducation, de prendre conscience des bonnes habitudes le plus tôt possible, puis de les mettre en place le plus tôt possible, puis de ne pas avoir un ego trop grand qui fait en sorte qu'on n'y adhère pas, même si on les prend plus tard. Il n'est jamais trop tard pour améliorer notre santé financière. On peut toujours améliorer notre santé financière en faisant les changements nécessaires du côté de nos habitudes grâce au budget et les différentes choses qu'on peut mettre en place dans notre gestion des budgets. On a parlé tout à l'heure du 20 là, du 50-30-20. Une autre source d'où vient la cible du 20 de planification de retraite, c'est Revenu Canada. Fait que quand on fait nos impôts, le Revenu Canada va nous envoyer un avis de cotisation qui va dire qu'on peut allouer 18 de notre revenu imposable de l'année dernière vers un REER. Donc, le gouvernement, le Revenu Canada, a fait l'évaluation basée sur l'âge moyen de la retraite qui est autour de 65 ans, qui dit que si quand tu commences sur le marché du travail, parce que tu commences sur le marché du travail, tu fais des revenus, tu déclares des impôts. Donc, si dès que tu commences sur le marché du travail, tu mets 18 de ton revenu annuel vers un instrument de retraite comme le REER et tu fais ça jusqu'à 65 ans, bien, le Revenu Canada dit que, basé sur une moyenne de rendement, à 65 ans, tu vas avoir une retraite digne du niveau de vie que tu avais quand tu faisais tes contributions. Donc, c'est pour ça que c'est une moyenne. Donc, basé sur l'âge de la retraite, le 18 du gouvernement, on peut se dire que 18 à 20 c'est une cible vers laquelle on veut placer de l'argent vers notre planification de retraite. Donc, évidemment, si vous avez un fonds de pension, ça réduit ce qu'on doit faire personnellement, mais la cible de toutes les sommes qui peuvent être investies vers la retraite doit être autour de 18 à 20 vers la retraite pour être capable d'avoir une retraite adéquate là, au même niveau de vie qu'on avait quand on faisait des contributions vers l'âge de 65 ans. Un autre concept que je trouve qui est très important, c'est de se payer en premier. Parce que très souvent, je rencontre des gens qui disent que je dépense qu'est-ce qui me reste à la fin du mois et s'il en reste un petit peu, là, je vais épargner ce montant d'argent-là. Et moi, je pense que c'est un peu une vision qui est à l'envers et c'est ne pas se mettre en premier. Donc, moi, je dirais plutôt qu'il faudrait, une fois qu'on a fait les dépenses essentielles, puis c'est temps, on a un budget discrétionnaire de créer, ça serait de sortir le montant d'argent qui est pour notre retraite, pour notre plus tard, se payer en premier, mettre notre projet de vie le plus important en premier, sortir cet argent-là et de faire en sorte qu'on dépense le reste. Comme ça, on s'assure qu'on a toujours mis en premier un des projets les plus importants. Et une des meilleures manières de faire ça, c'est de l'épargne systématique. On parlait de la gestion des projets
sur une base mensuelle à l'intérieur des projets, bien, je pense que l'épargne systématique avec un programme de retrait automatique de son compte, que ce soit à chaque semaine, à chaque mois, à 2 fois par mois, c'est une des meilleures manières de se créer de l'épargne puis de se créer des bonnes habitudes, une bonne rigueur d'épargne. Parce que souvent, c'est très difficile de dire, bien, je vais attendre à la fin de l'année et je vais mettre un gros montant d'argent pour le montant d'argent annuel que je voulais mettre vers ma retraite. Donc, l'épargne systématique est une manière qui est beaucoup plus simple là, de mettre les comptes, de se développer une rigueur sans être obligé de le faire une fois avec un gros montant à chaque année. Puis, si jamais, pour des raisons budgétaires ou des autres choses qui se passent dans notre vie, la cible du 18 la cible du 20 elle est trop élevée, la recommandation est de commencer avec ce que vous pouvez dès que vous pouvez. C'est de commencer, si c'est 5 c'est 8 c'est 9 10 déterminé par votre budget, qu'est-ce que vous êtes capable d'épargner et commencer à placer cet argent-là, à mettre cet argent-là de côté dès que vous pouvez, parce qu'un des meilleurs alliés de l'épargne, de l'accumulation de liquidité, c'est le temps. C'est le concept d'intérêt composé. Donc, avec l'allié comme temps et comme l'intérêt composé comme allié, c'est de commencer le plus tôt possible avec ce qu'on peut. L'argent qu'on commence à placer le plus tôt possible, c'est l'argent qui va être placé le plus longtemps, qui va pouvoir être placé avec un objectif de risque beaucoup plus agressif. C'est l'argent qui va nous payer le plus tard. Donc, c'est de commencer avec ce qu'on peut, dès qu'on peut, qui est la recommandation pour les gens, peu importe quelle est la cible qui est déterminée quand on commence à mettre de l'argent de côté vers la retraite. Un petit graphique pour vous illustrer l'impact de l'intérêt composé et l'impact du temps. Dans cet exemple, on a quelqu'un qui a un salaire de 52 000 par année, qui a une capacité d'épargne de 10 par année. Donc, capacité d'épargne de 10 donc on parle de 5 200 par année qui est capable d'épargner. Donc, exemple, quelqu'un à 25 ans commence sur le marché du travail, 40 ans jusqu'à la retraite à 65 ans, commence à placer son 5 200 par année vers un régime de retraite comme le REER. Exemple, avec un rendement moyen de 7 40 ans placés à 65 ans, on aurait une somme accumulée de près de 1,1 million de dollars. Ne serait-ce que d'attendre 10 ans plus tard, donc à la place de commencer à 25 ans, la personne commencerait à 35 ans, donc investit de 35 à 65 ans, donc investi pendant 30 ans, le même rendement annuel de 7 le même montant de 5 200 par année, la somme accumulée serait de 525 000. On parle de 52 000 parce qu'on va avoir manqué 10 années de 5 200, 52 000 d'argent qu'on n'a pas contribué vers l'épargne retraite va avoir coûté à l'âge de 65 ans près de 600 000 Et ça, c'est à cause de l'intérêt composé. L'argent qu'on place qui fait de l'intérêt, le rendement sur l'intérêt fait en sorte que l'accumulation d'actifs se fait beaucoup plus rapidement quand on commence à placer l'argent tôt. Donc, c'est pour ça que j'encourage les gens à commencer le plus tôt possible, le plus vite possible et de ne pas attendre à plus tard parce que peut-être que tu commences à 52 000 comme salaire, tu places 10 de ton épargne. Mais si tu restes à 10 d'épargne à 5 200, même si ton salaire augmente et tu maintiens le cap à 5 200, bien, ça donne qu'est-ce que ça donne. Donc, l'importance de commencer tôt, de ne pas attendre, ça peut coûter beaucoup d'argent si on ne le fait pas. Donc, c'est pour ça l'importance de commencer à placer de l'argent tôt, utiliser le temps comme allié, utiliser l'intérêt composé. Ça peut nous mettre dans des très bonnes situations si on prend des bonnes habitudes dès qu'on commence sur le marché du travail ou dès qu'on commence à placer de l'argent. Une fois qu'on a déterminé notre capacité de placer de l'argent, se créer de l'épargne, bien, dans quoi on les met? Qu'est-ce qu'on utilise? Bien, les deux comptes de placement les plus populaires qu'on voit sur le marché sont souvent le REER et le CELI. REER, régime enregistré d'épargne retraite. Le CELI, compte d'épargne libre d'impôt. Donc, c'est les deux comptes de placement qu'on voit le plus souvent. Donc, quelles sont les similitudes de ces deux comptes-là? La meilleure manière de voir ces deux comptes, c'est de voir que c'est comme deux tirelets, deux boîtes dans lesquelles on peut mettre des instruments financiers. On peut mettre les mêmes instruments, que ce soit des actions, des obligations d'épargne. On peut mettre des fonds communs de placement à l'intérieur. Donc, s'il y en a un qu'on aime, on peut en mettre autant dans le REER, autant dans le CELI. Les deux bénéficient là, de croissance à l'abri de l'impôt. Donc, qu'est-ce qui est à l'intérieur de ces tirelires-là, ces boîtes-là? Bien, s'il y a de la croissance,
il n'y aura pas d'imposition, donc pas d'impôt de revenu d'intérêt, pas d'impôt sur le gain capital, tant aussi longtemps que les produits sont à l'intérieur de ces boîtes-là. Où est-ce qu'il y a des différences? Commençons par le REER. Quand on parle de REER, on parle d'impôt reporté. Donc, on parle de se créer une réduction fiscale en échange d'une contribution REER. Donc, on fait une contribution vers notre REER, on reçoit un retour d'impôt. Le retour d'impôt, ce n'est pas un cadeau. Certaines personnes pensent que des fois, c'est un cadeau, là, mais dans le fond, le retour d'impôt que vous recevez, c'est de l'impôt en trop que vous avez payé durant l'année courante. Donc, on vous rembourse de l'impôt parce que quand vous faites une contribution REER, on diminue votre revenu imposable de l'année courante. Donc, on vous rembourse de l'impôt en trop. Et ils disent que quand ça va être le temps de sortir l'argent plus tard à la retraite, c'est là qu'on va ajouter le montant d'argent que vous sortez à votre revenu de l'année courante et c'est là qu'on va vous charger l'impôt sur l'argent qui sort. Donc, on parle de reporter l'impôt avec le REER. Donc, c'est pas, on n'efface pas l'impôt, on fait juste le repousser à plus tard. Et le REER devient un outil important quand on est capable de bien évaluer la courbe de salaire. Donc, l'avantage du REER, c'est si on fait des contributions alors qu'on fait beaucoup d'argent, on est dans une braquette d'imposition élevée, on veut faire des contributions REER pour faire minimiser, baisser notre charge fiscale dans l'optique que plus tard, à la retraite, peut-être que les sources de revenus vont être plus basses, on va faire moins d'argent, on va être dans une braquette d'impôt moins importante. Et là, ça va être le temps de sortir l'argent du REER alors qu'on va payer moins d'impôts. On va peut-être créer une économie fiscale sur l'argent qu'on a fait parce qu'on l'a sorti quand on était dans une braquette d'impôt moins importante. Mais si on est dans une situation où est-ce que les salaires vont ne faire qu'augmenter, c'est là qu'on doit être un peu plus stratégique dans est-ce que maximiser le REER est la meilleure chose qu'on peut faire. Donc, c'est pour ça qu'il faut être stratégique, il faut bien calculer quelles vont être les sources de revenus plus tard, quand ça va être le temps de décaisser le REER. Oui, c'est intéressant d'avoir des retours d'impôt à l'entrée quand on contribue, mais le plus important, c'est vraiment… S'il vous plaît, monsieur. Donc, c'est très important de bien calculer quelles vont être les autres sources de revenus quand ça va être le temps de décaisser pour savoir, pour bien comprendre, est-ce que c'est plus optimal de maximiser le REER ou aussi de bien calculer dans quelle braquette d'imposition on est quand on contribue. Est-ce qu'on a vraiment un avantage à faire une contribution REER pour avoir le retour d'impôt ou si ça vaut la peine d'utiliser peut-être d'autres sources, d'autres instruments pour faire des bons placements à l'abri de l'impôt. Donc, on en a parlé tout à l'heure, contribution maximale 18 %. Il y a un plafond à 29 000 $ en 2022. Si jamais il y a des contributions que vous n'avez pas utilisées dans le passé, elles peuvent être reportées au futur. Donc, ça devient un bel instrument stratégique. Là, si jamais on a des années salariales où est-ce qu'on a fait beaucoup plus d'argent, là, on peut utiliser de l'espace qu'on n'a pas utilisé dans le passé. On a parlé du retour d'impôt. On a parlé de l'impôt qui va être payé au retrait quand ça va être le temps plus tard. C'est aussi un programme, un instrument qui a été utilisé beaucoup là, pour l'accès à la propriété, donc le régime d'accès à la propriété, qui nous permettait de sortir, décaisser nos REER pour acheter la première propriété sans avoir la charge fiscale qui vient avec le décaissement du REER. Donc, le régime d'accès à la propriété utilisait le REER pour aider les gens à faire un accès à leur première propriété. Le CELI, le compte d'épargne libre d'impôt, est un autre instrument de placement qui existe depuis 2009. Il fallait avoir 18 ans pour pouvoir y contribuer. Les contributions maximales sont déterminées à chaque année. Donc, en 2022, ça a été déterminé que c'est 6 000 $. Comme dans le REER, les contributions qui n'ont pas été utilisées dans le passé peuvent être utilisées et reportées dans le futur. Contrairement au REER, il n'y a pas de retour d'impôt quand on fait une contribution au CELI. Donc, il n'y a pas une déduction fiscale, on ne peut pas baisser votre salaire imposable, mais en échange de ça, quand c'est le temps de sortir l'argent après la croissance à l'abri de l'impôt, il n'y a pas d'impôt aussi sur le décaissement du CELI. Donc, ça devient un impôt, un instrument qui peut être très important là, et très avantageux pour placer de l'argent, spécialement quand la courbe de salaire va de très bas à très haut. Donc, quand elle va de très bas à très haut à la retraite, peut-être à cause d'un régime de pension ou à cause d'une courbe de salaire qui ne fait qu'aller vers le haut, peut-être que c'est mieux de maximiser le CELI avant d'aller vers le REER. Le CELI aussi est un peu plus flexible en termes de placement parce que vu qu'il n'y a pas de
impact fiscal qu'on fait sortir l'argent du CELI, on peut placer l'argent dans le CELI et on peut le sortir pour des rénovations, mise de fonds, beaucoup plus de flexibilité de rentrer l'argent, sortir l'argent du CELI. Et en 2023, ça a été annoncé cette année, là, mais en 2023, il va y avoir un nouveau programme qui s'appelle le CELI-AP, qui est un peu un hybride entre le RAP, le CELI, le REER, qui va aider les gens à se procurer des propriétés, là, qui va avoir des avantages hybrides entre le CELI et le REER. Donc, les règles sont encore à finaliser, déterminer en 2023. Un produit là, que vous allez entendre de plus en plus en termes de produits qui aident les gens à acquérir des nouvelles propriétés, qui va être le CELI-AP disponible en 2023. Qu'est-ce qu'on met dans le CELI? Qu'est-ce qu'on met dans les REER? Très souvent, des fonds communs de placement. Donc, un petit cours 101 là, sur qu'est-ce qui est un fonds commun de placement. Essentiellement, un fonds commun de placement, c'est l'argent de différents investisseurs, comme on voit ici, qui est regroupé ensemble à l'intérieur d'un sac d'actions, d'instruments financiers, donc qui permettent à ces différents investisseurs-là d'avoir accès à différentes positions, que ce soit Walmart, Apple, Amazon, Netflix, sans être obligé de les détenir individuellement et sans être obligé de les gérer individuellement. Parce que les détenir individuellement pourrait être très dispendieux, les gérer individuellement pourrait être aussi très complexe. Donc, l'accès à un fonds commun de placement permet aux investisseurs d'avoir accès à ces différentes positions-là sans être obligé de les gérer et les détenir individuellement. Ça nous donne aussi une diversification instantanée. Donc, ça peut être une diversification géographique parce qu'à l'intérieur d'un même fonds commun, on peut être investi dans l'international, dans l'Amérique du Nord, dans le marché local. À l'intérieur du même fonds commun de placement, on peut avoir de la diversification sectorielle, que ce soit technologie, ressources matérielles, matières premières. On peut être dans différents secteurs et on peut aussi avoir une diversification de compagnies. Donc, même à l'intérieur du secteur technologique, on peut être dans plusieurs différentes compagnies qui font en sorte qu'on a une diversification. Donc, on n'a pas tous nos œufs dans un même panier qui fait en sorte qu'on est capable de se créer une diversification qui est toujours optimale quand on fait des placements. Donc, ça, c'est ce qui vient avec le fonds commun de placement. Puis, un autre grand avantage des fonds communs de placement, c'est qu'on a accès à un gestionnaire de portefeuille. Un gestionnaire de portefeuille qui va avoir un mandat de faire des transactions à l'intérieur du portefeuille par rapport à un mandat qui peut être un mandat de croissance, qui est d'aller chercher du gain en capital, du revenu, de la croissance de portefeuille, un mandat qui peut être équilibré, qui peut dire on veut qu'une portion du capital soit protégée et une petite portion qui soit d'aller chercher des revenus, ou un mandat qui peut être très conservateur, prudent, qui dit qu'on veut investir dans des positions qui fait en sorte que le capital est toujours très bien protégé, donc moins de fluctuations de marché. Donc ça, c'est le travail du gestionnaire de portefeuille, de faire des transactions par rapport à la conjoncture économique, qu'est-ce qui se passe sur le marché, où sont les opportunités pour respecter le mandat. Donc, ça, c'est une manière pour les gens de profiter de tout ça sans être obligé de le faire activement eux-mêmes, de laisser un expert, un gestionnaire de portefeuille, faire ce qu'il a besoin de faire pour respecter le mandat du portefeuille à l'intérieur avec des fonds communs qui sont à l'intérieur de ce portefeuille-là. Comment déterminer qu'est-ce qui est un bon fonds pour nous? Donc, pour moi, j'identifie ça comme des questions que c'est obligatoire. C'est obligatoire par l'AMF, mais c'est obligatoire que quelqu'un vous pose ces questions-là. C'est obligatoire que vous manifestez les réponses à ces questions-là à la personne qui est votre conseiller, qui va vous faire des recommandations de placement. Une des choses les plus importantes, c'est le mandat du placement. Le mandat du placement, ça veut dire pourquoi on fait le placement. Est-ce que c'est pour acheter une maison dans 2 ans? Est-ce que c'est pour prendre notre retraite dans 5 ans? Est-ce que c'est pour acheter une maison secondaire dans 10 ans? Est-ce que c'est pour la retraite dans 20 ans? Fait que le mandat du placement est très important avant de faire toute recommandation de placement. Avec le mandat va venir l'horizon de placement, le temps. Combien de temps on a pour que le marché puisse s'occuper de nos placements? Donc, l'horizon de temps fait varier la recommandation qu'on est capable de faire par rapport au placement. Est-ce que c'est 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans? Ça va faire modifier comment on fait les recommandations de placement. La tolérance au risque. Qui dit tolérance au risque, c'est plus l'aspect psychologique parce que quand on parle de fonds communs de placement, il y a des fluctuations de marché, il y a des hausses de valeur marchande, des baisses de valeur marchande. Donc, on veut évaluer avec le client, l'investisseur, quelle est sa tolérance au risque, la tolérance psychologique. Donc, si les fluctuations de marché empêchent les gens de dormir, ça veut dire qu'on doit les mettre dans des placements qui sont un peu différents. Il y a des gens qui ont un appétit pour le risque psychologique un peu plus grand que d'autres. Donc, on veut être capable de bien documenter,
bien identifier quelle est la tolérance en risque psychologique. Quand on parle de capacité à assumer le risque, bien là, on parle plus de valeur nette. Hein. Quelle est la valeur nette? Quels sont les autres placements, les autres sources de fonds de l'investisseur? Est-ce que le placement représente 5 de sa valeur nette? Est-ce qu'il en représente 50 Est-ce que c'est de l'argent qu'il risque d'avoir besoin s'il y a une urgence à court terme? Donc, nous, on veut évaluer la capacité à assumer le risque de chaque personne à qui on recommande des fonds. Et l'instrument qu'on utilise pour documenter, pour permettre à l'investisseur de répondre à toutes les questions, est souvent le questionnaire de profil d'investisseur. Donc, c'est un instrument là, qui est obligatoire. Là. On doit assurer de matcher toutes les recommandations qu'on fait avec un questionnaire de profil d'investisseur pour s'assurer que c'est documenté et tout s'aligne, la recommandation de placement avec le profil d'investisseur pour s'assurer qu'on a bien exécuté le mandat là, que notre client nous a demandé en termes de lui positionner dans un placement qui était aligné avec ses objectifs, son mandat, sa tolérance au risque. On fait tout ça grâce à un questionnaire de profil d'investisseur. Prochaine chose qu'on va couvrir, qui est le dernier pilier de notre planification financière, c'est l'aspect assurance. Donc, pour nous, c'est très important là, de protéger le plan. Et vu que moi, j'ai un passé d'athlète professionnel, de joueur de football, bien, moi, je dirais que les protégeurs du plan, les gens qui vont protéger le plan, sont équivalents à les gros joueurs de ligne offensive qui protégeaient notre carrière quand j'étais un joueur de football. Parce que le plan, c'est le quart arrière. Les assurances, c'est les joueurs de ligne offensive. Et dans notre planification, il y a des gens, des autres équipes qui vont essayer d'attaquer notre plan, qui vont essayer de mettre en péril nos plans. Donc, les gens ici avec les chandails plans, ils vont essayer d'attaquer notre plan, de mettre en péril notre plan. Donc, un plan qui n'est pas bien protégé, ce n'est pas un bon plan. Donc, on veut toujours s'assurer d'avoir des joueurs de ligne offensive, des produits qui vont protéger notre plan pour faire en sorte qu'on ne s'expose pas à des risques de problèmes, de pépins financiers si jamais notre plan est mal protégé. Donc, pour vous permettre d'imager de quoi ça a l'air un plan qui n'a pas de bonne protection. Donc, mon rôle comme conseiller, c'est de créer un plan qui permet à nos clients de viser la retraite, si c'est 65 ans, avec le bon montant d'argent au bon âge. Donc, mon rôle, c'est de créer un plan, mais non seulement c'est de créer un plan, mais c'est de créer un plan qui est bien protégé. Si le plan n'est pas bien protégé, qu'est-ce qu'on s'expose au risque souvent? Et l'aspect qui affecte le plus nos plans, très souvent, c'est tout ce qui est les enjeux médicaux, les pépins de santé, les tempêtes médicales, qui font en sorte qu'on expose notre plan de retraite à des choses qui sont moins intéressantes, surtout si le pépin de santé peut arriver en cours d'accumulation, en cours de parcours vers la retraite. Donc, vers le milieu du plan, s'il y a un pépin de santé, voici où est-ce qu'on est rendu. Et très souvent, si on n'a pas les bonnes protections en place, bien, la première source de fonds qu'on va aller chercher, c'est dans notre planification de retraite. Si vous avez un fonds de pension d'employeur, vous n'allez pas pouvoir aller voir votre fonds de pension et dire je suis malade, je ne peux pas aller travailler, j'ai besoin d'argent pour subvenir à mes besoins, mes dépenses. Vous n'allez pas. Si vous avez garni vous-même votre plan de retraite, bien, vous allez devoir décaisser des REER, charges fiscales, des CELI. Puis, le retard que vous allez prendre sur votre planification peut être très dommageable si vous n'avez pas des bons plans en place. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que tempête médicale, vous survivez à la tempête médicale parce que vous n'avez pas de plan. Donc, votre compte de retraite est affecté et diminué. Une fois que vous avez survécu à votre tempête médicale, bien, on remet le cap vers la planification de retraite. Vous avez deux options qui, pour moi, ne sont pas très intéressantes. Donc, l'option 1, on y va à 20 d'objectifs par année vers la retraite. Mais si on a pris un pas de recul et on met 20 vers la planification de retraite, bien, on va probablement devoir repousser la retraite de quelques années parce qu'on ne peut pas avoir pris un pas de recul, mettre 20 et penser qu'on va se rendre au même point avec le pas de recul. Donc, on va devoir faire une concession, dire on va repousser la retraite. Ou bien, scénario 2, on peut dire que même si on a pris le pas de recul, on veut quand même viser la retraite à 65 ans. Donc, pour ce faire, on va devoir augmenter la cadence de l'épargne vers la retraite, peut-être à 30 à 35 pour se rendre au même point avec le pas de recul. Donc, 30 à 35 peut mettre beaucoup de pression sur le budget, qui fait en sorte qu'on ne veut pas se mettre dans ces situations-là. Donc, c'est pour ça que nous, on ne veut pas avoir aucun plan qui n'est sans protection pour éviter qu'on soit confronté à deux mauvais scénarios si jamais on a un problème de
invalidité ou de maladie grave. Donc, les deux produits qu'on veut utiliser sont souvent tout ce qui est invalidité et maladie grave. Donc, deux produits. Le premier produit, assurance invalidité, et le produit qui va protéger la fondation de tous les plans qu'on met en place. Ça va protéger les salaires, ça va protéger les rentrées d'argent. Donc, on est capable de les créer avec des protections de revenus ou des protections de dépenses. C'est un produit qui va donner une rente mensuelle en cas d'invalidité. Puis quand on parle d'invalidité, on parle souvent là, de tout ce qui est l'absentéisme créé par la santé mentale, la dépression, l'anxiété, peut-être un accident là, de musculo-squelettique où est-ce qu'une entorse, une fracture, des blessures ligamentaires qui font en sorte qu'on est obligé de s'absenter du travail. Donc, si on n'a pas des bonnes protections, on ne peut pas aller travailler. Ça peut créer une absence de revenus. Donc, on veut être capable d'avoir une rente mensuelle, une entrée d'argent mensuelle qui va nous permettre de continuer à payer nos dépenses, continuer à payer nos responsabilités, même si on ne peut pas aller travailler. Et l'aspect le plus important dans l'assurance invalidité, c'est l'aspect définition. On veut s'assurer qu'on a des définitions qui protègent bien notre profession, notre valeur sur le marché du travail, parce que souvent, de fait, on va avoir des produits d'assurance invalidité qui protègent très bien à court terme, mais si à long terme, vous devez quand même vous absenter du travail et vous êtes capable d'aller faire d'autres choses, même si ce n'est pas le travail pour lequel vous êtes assis sur les bancs d'école, vous êtes formé, vous avez investi peut-être, bien, ces assureurs-là vont arrêter de payer. Donc, les assureurs avec les bonnes définitions vont dire que tant aussi longtemps que vous ne remplacez pas le revenu, ou tant aussi longtemps que vous ne retournez pas faire le travail pour lequel vous avez été formé, pour lequel vous êtes assuré, bien, ils vont continuer de payer. Puis l'assurance validité, en termes de statistiques, on parle de 1 personne sur 4 qui vont devoir s'absenter pour plus de 90 jours avant l'âge de 65 ans. Donc, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le pense. Puis quand ça arrive et on n'est pas bien couvert, bien, les impacts sont très grands en termes de l'absence de revenus, la pression que ça met sur les finances. Donc, très important d'avoir les bonnes fondations en place, l'assurance invalidité. L'autre produit qu'on veut utiliser comme protecteur du revenu et du patrimoine, chose qui va nous empêcher d'aller piger dans notre plan de retraite, affecter nos plans, c'est le produit d'assurance maladie grave qui va couvrir plusieurs maladies, les principales, cancer, ACV, crise cardiaque. On parle ici d'une prestation forfaitaire en cas de maladie, donc pas une rente mensuelle, un montant qui va nous permettre de défrayer les coûts de frais médicaux s'il y a lieu, aménagement à la maison si jamais il y a besoin. Souvent, on sous-estime là, quand on tombe malade nous-mêmes, de l'impact sur les gens autour de nous. Peut-être un conjoint, une conjointe qui doit s'absenter du travail, faire moins d'heures, moins de revenus pour nous accompagner. Donc, il y a des risques, il y a un risque financier, il y a un impact financier avec la maladie. Donc, on veut s'assurer qu'on a des protections en place qui font en sorte que s'il y a maladie, on n'est pas obligé d'aller tirer dans notre plan de retraite, se créer des retards vers notre planification. On a de l'argent qui rentre pour payer les frais et on est capable d'éliminer le souci financier en plus de la gestion de qu'est-ce qui se passe médicalement. Donc, les produits d'assurance invalidité, maladie grave, des produits qui sont très importants. Puis pour ceux qui pensent que des fois, ça n'arrive pas assez souvent, ça arrive. Moi, je regarde mon Facebook, puis je vois très souvent des campagnes de financement public, des GoFundMe qui apparaissent à cause qu'il y a des gens qui n'ont pas les bonnes protections en place, qui font en sorte qu'ils n'ont pas les ressources nécessaires pour payer les frais, ils sont obligés d'arrêter de travailler. Donc, ils sont obligés de demander des sources de financement communautaires pour subvenir à leurs besoins. Donc, souvent, les assurances maladie grave invalidité pourraient être des produits qui pourraient faire en sorte que ces personnes-là n'auraient pas besoin d'aller vers ces différentes sources de financement pour revenir à leurs besoins en cas de maladie ou invalidité. Puis, on est aussi capable d'avoir avec certains produits le meilleur des deux mondes qui dit qu'on peut avoir un remboursement de primes si jamais il n'y a pas de pépin de santé. Donc, c'est de l'argent qu'on met dans les produits d'assurance qui nous protègent. Si jamais il y a un pépin de santé, on reçoit une prestation. Si jamais il n'y a pas de pépin de santé, bien, on reçoit un retour sur les primes qui nous ont été versées, qu'on a versées. Donc, on est capable d'avoir le meilleur des deux mondes grâce au remboursement de primes. On protège notre plan et on est aussi capable d'avoir le retour sur les primes versées. L'assurance vie. Donc, dernier chapitre là, de la portion assurance. Et quand on parle d'assurance vie, je pense que la première chose à comprendre, c'est la courbe de besoin. Donc, comment on fait pour déterminer qu'est-ce qu'on a besoin en termes d'assurance vie? Donc, si on se fie au tableau ici, le début de vie d'une personne, en début de vie, évidemment, le besoin d'assurance vie, il est très bas, mais le besoin d'assurance vie va augmenter graduellement avec la vie professionnelle qui embarque. On commence à travailler, on commence à avoir plus de factures, plus de responsabilités financières. On peut avoir une hypothèque qui va rentrer. Après ça, on peut avoir les enfants qui vont rentrer dans le portrait, donc des dépendants. Et après ça, on va voir que
vers un peu plus tard dans la vie, bien, le besoin en assurance vie va diminuer. Hein. Les enfants vont devenir un peu plus indépendants, vont peut-être quitter le nid familial. L'hypothèque va diminuer parce qu'on a fait les paiements, on a fait minimiser la charge. Et il y a comme un shift de besoin d'assurance qui va aller plus vers l'héritage, les derniers frais, les derniers frais de vie. Donc, il va toujours avoir une base de besoins d'assurance vie qu'on veut combler avec un besoin d'assurance vie permanent qu'on a du début jusqu'à la fin. Et on veut supplémenter le besoin qui est temporaire avec de l'assurance vie temporaire pour couvrir le supplément de besoins qu'on a, mais qu'on ne va pas garder pour toujours. Donc, ça, c'est très important à comprendre en termes de comment identifier c'est quoi le besoin et comment on le comble. Donc, commençons par le besoin d'assurance vie temporaire. Donc, on parle d'assurance vie temporaire. Pourquoi, c'est quoi, quand? Bien, très souvent, le besoin d'assurance vie temporaire va venir avec deux conjoints qui se mettent ensemble pour acheter une propriété avec une hypothèque. Donc, souvent, on veut protéger l'un et l'autre contre un décès prématuré parce qu'on veut éviter que toute la charge hypothécaire tombe sur les épaules d'une seule personne. Quand on amène des enfants dans le portrait, bien, on veut s'assurer de protéger nos dépendants contre un décès prématuré. Donc, c'est très souvent, là, c'est la première source là, de besoin d'assurance vie temporaire. Juste pour vous couvrir un peu les différences principales entre le produit qui vient de la banque et le produit qui vient d'un prêteur indépendant, d'un assureur indépendant. Donc, le produit du prêteur va nous donner une couverture qui est décroissante parce qu'on rembourse le prêt hypothécaire. Donc, la couverture diminue à même qu'on rembourse. Les primes sont non fixes du côté de notre prêteur parce que les primes vont être retarifiées à chaque 5 ans. Donc, qui dit retarifié à chaque 5 ans dit on est un peu plus vieux. Le solde hypothécaire est automatiquement remboursé quand c'est l'assureur du prêteur. Donc, c'est un produit qui protège plus le prêteur que les gens qui souscrivent à l'assurance. Et l'analyse du dossier est plus faite à la demande de prestation quand il y a décès qu'à l'émission. Contrairement à un produit qui est indépendant, avec un assureur indépendant différent de notre prêteur, bien, la couverture est fixe. Si on prend un produit qui nous couvre pendant 20 ans à 400 000 d'hypothèque, bien, la couverture pendant 20 ans va être à 400 000, peu importe si on rembourse l'hypothèque et à quelle fréquence. La prime va être la même au courant des 20 prochaines années. Le bénéficiaire va recevoir le chèque de prestation si jamais il y a décès. Donc, la succession va avoir un choix. On va pouvoir décider est-ce qu'on rembourse l'hypothèque, oui ou non, on la garde, est-ce qu'on fait quelque chose d'autre avec l'argent. Au moins, ils vont avoir une décision. Et l'assureur indépendant va toujours poser des questions à l'émission pour s'assurer de couvrir toutes les différentes choses. Et une fois que le contrat est émis, beaucoup plus facile là, de toutes les demandes de réclamation, de prestation, parce que toutes les questions vont avoir été posées en début d'émission. Et peut-être dernier point là, par rapport à l'assurance indépendante, c'est une assurance qui va pouvoir te suivre, peu importe qui est ton prêteur. Donc, si jamais tu changes d'une banque à une autre parce que tu as des avantages de taux d'intérêt, des conditions plus avantageuses, bien, ton assurance indépendante va pouvoir te suivre d'un prêteur à un autre et tu ne seras jamais pris avec l'assureur du prêteur parce que tu veux quitter pour des meilleures conditions. Donc, l'assurance indépendante est toujours le meilleur conseil là, pour subvenir à nos besoins d'assurance vie temporaire. Dernier produit d'assurance vie, on parle d'assurance vie permanent. Fait que l'assurance vie permanent, c'est quoi, c'est quand, c'est pourquoi? Bien, comme dans le graphique, c'est la base d'assurance vie qu'on veut avoir pour toujours. Ça couvre souvent minimalement les frais funéraires, mais pour tout le monde qui est un investisseur immobilier ou un entrepreneur, quelqu'un qui bâtit beaucoup d'actifs, ils doivent être conscients là, de l'aspect transition de patrimoine au décès, le dernier rapport d'impôt du défunt qui dit que tous les biens accumulés vont transitionner à la succession, sont disposés comme s'ils avaient été vendus à la succession. Ça veut dire que tout ce qui est gain capital, impact fiscal va aussi être transféré à la succession. Donc, pour protéger la succession, pour minimiser l'impact de la facture fiscale, très souvent, les gens vont souscrire à de l'assurance vie permanente. Et on aime aussi le produit d'assurance vie permanente parce que c'est un outil d'investissement grâce aux valeurs de rachat. Valeur de rachat qui est de l'argent qui nous appartient à l'intérieur de nos contrats d'assurance vie, qui nous permet de participer à la profitabilité de les compagnies d'assurance avec lesquelles on fait affaire. Donc, pour vous donner un exemple ici de quoi ça a l'air un contrat d'assurance vie permanent avec participation, payable sur 20 ans. Exemple ici, c'est un homme, 35 ans, non-fumeur, une couverture pour 100 000 de décès. Ça coûtait à peu près 2 000 $. Évidemment, la première année du contrat, tu payes 2 000 $, tu as des valeurs de rachat à 100 $.
pas très intéressant comme produit d'investissement. Mais où est-ce que ça devient intéressant, c'est à la 20e année, à la 20e année du contrat, on a mis 20 fois 2 000 $. Les valeurs de rachat sont rendues break-even. On est à 40 000 $. Les prestations d'essai sont encore à 100 000 $. Mais après la 20e année, on n'a plus $1 à mettre dans le contrat d'assurance vie. Les valeurs de rachat continuent d'agrandir à l'abri de l'impôt parce qu'on participe au rendement, à la profitabilité de la compagnie d'assurance. Donc, en échange de cette participation-là, ils augmentent nos valeurs de rachat, ils augmentent le capital d'essai sans qu'on soit obligé de mettre de l'argent dans le contrat. Donc, ça devient un produit qui est très intéressant en termes de protection contre le décès et aussi produit d'investissement en plus de l'EREER, le CELI, en termes de couverture là, des différents besoins. Juste avant de passer à l'aspect diversification de revenus retraite, je pense que quand on parle d'éducation, la portion assurance dans nos communautés. J'ai l'impression que dans certaines communautés, quand il y a des décès prématurés ou quand il y a des enjeux de santé, bien, il y a des familles qui ont la capacité de s'enrichir et de s'avancer à cause de la couverture d'assurance, ou est-ce que dans certaines communautés, l'absence d'assurance vie temporaire ou d'assurance vie permanente peut souvent causer des générations de pauvreté en succession quand il y a des décès prématurés. Donc, pour voir l'importance dans des communautés là, de toujours être bien assuré, surtout du point de vue temporaire, les décès prématurés. L'assurance vie temporaire, c'est une question de valeur. L'assurance vie permanente, oui, ça peut être une question de choix qu'on va aller au-delà du niveau de l'héritage. Mais je pense que beaucoup de communautés peuvent se bénéficier de au moins se protéger au minimum pour faire en sorte que si jamais il y a un enjeu médical ou il y a un pépin de santé qui arrive, bien, on ne met pas la situation dans le pétrin et on ne crée pas des générations derrière de nous qui doivent souffrir là, de pépins de santé dans lesquels on les a mis parce qu'on n'avait pas mis les bonnes protections en place. Une des raisons pour qu'on utilise autant de différents produits dans notre planification, que ce soit les REER, les CELI, les produits d'assurance, assurance-vie, c'est qu'on veut se créer une diversification de revenus de retraite. Donc, pour vous imaginer, qu'est-ce qui arrive si tous les revenus de retraite sont placés dans un instrument qui soit le REER, avec le REER étant un instrument qui est 100% imposable, ça fait en sorte que quand c'est le temps de décaisser l'argent, bien, on doit payer de l'impôt sur 100% des revenus qui vont être décaissés du REER, contrairement à si jamais on était placé un peu dans le REER, un peu dans le CELI, un peu dans les valeurs de rachat d'assurance vie, l'impact fiscal peut être beaucoup moins. Donc, il fait en sorte qu'à la retraite, au décaissement, beaucoup plus d'argent finisse dans nos poches et non dans celle du fisc. Donc, c'est pour ça que pour nous, non seulement ça nous crée des belles protections, mais il y a un aspect fiscalité, un aspect optimisation fiscale qui fait en sorte que c'est très avantageux là, de diversifier nos revenus de retraite pour faire en sorte qu'on est capable d'être beaucoup plus optimal quand c'est le temps de faire le décaissement plus tard vers la retraite. Un conseiller, pourquoi c'est important? C'est documenté, là, ça augmente les chances d'atteindre les objectifs. Autant les différentes personnes sur le marché du travail ont des expertises, les conseillers aussi ont leur expertise. Ils ont les yeux sur le marché, ils ont les yeux sur les opportunités d'affaires. Ils sont là pour conseiller, guider. On est là pour créer des plans, accompagner. On est là aussi pour créer des plans qui sont objectifs, qui sont réalistes pour les clients. Donc, très souvent, on a des clients qui vont nous demander des plans, puis on va devoir être honnête avec les clients pour leur dire, voici qu'est-ce que ça prend pour accomplir ton plan. Es-tu prêt à faire ces choses-là pour accomplir ton plan? Oui ou non? Mais c'est aussi de l'accompagnement. Donc, on ne veut pas juste être là une fois puis on disparaît. On veut avoir un accompagnement tout au long du plan. Et très important aussi, là, parce que je l'entends trop souvent, là, on a des révisions annuelles, ou si ce n'est pas annuel, au moins à chaque 2 ans. Il faut être en contact avec le conseiller, il faut être en contact avec le client pour ajuster nos plans par rapport aux différents changements de la vie, que ce soit changement d'emploi professionnel, salaire, vie familiale, achat de maison. On doit être au courant des différents changements. Puis la seule manière d'être au courant, c'est si on a une révision annuelle ou à chaque 2 ans pour être capable de suivre l'évolution des clients, des familles par rapport à son plan et faire les ajustements nécessaires pour s'assurer que le plan est toujours aligné avec le besoin, qu'est-ce qui se passe dans la vie des gens, parce que la vie change, hein, puis les gens progressent, il y a des changements, donc on veut toujours être au courant. Puis la seule manière d'être au courant, c'est si on parle à nos clients pour être au courant de tout ce qui se passe.
Donc, ceci complète ce que j'avais préparé pour vous en termes de présentation. Je veux juste remercier tout le monde pour votre temps. Si jamais il y a des questions, vous avez mon courriel au bas de l'écran. Au-delà de l'information que je vous ai fournie. Moi, j'en aurais une, Dani, si tu permets. OK. Peut-être qu'il nous reste encore quelques minutes. Oui, si tu veux, tu peux me mettre host. Oui, c'est comme ça. ça. Attends, Ça va être déjà fait. Il nous restera quelques minutes. S'il y a des gens qui ont une question, peut-être chacune, on pourra la poser très, très rapidement. Dani, moi, je vais savoir pour une personne qui est déjà endettée, parce que tout à l'heure, on parlait de pourcentage qui est recommandé pour pouvoir garder, consommer pour la consommation de la vie de tous les jours et tout. Mais pour une personne qui est extrêmement endettée, est-ce qu'il y a un pourcentage différent peut-être des modèles que tu nous as proposés qu'il faudrait? Est-ce qu'il faut d'abord se concentrer à payer tous ces dettes dans un premier temps ou bien c'est important quand même de, comment dirais-je, compte tenu de notre réalité de vie, peut-être maintenir un certain pourcentage qui est remis ou bien on focus vraiment dans la mesure du possible à rembourser les dettes et si jamais il y a des imprévus, des coûts de la vie, bon là, on peut s'arranger autrement. Très bonne question. Puis il y a deux aspects de réponse à ta question. Le premier aspect, quand on a quelqu'un qui a des dettes, c'est de déterminer quel est le coût de ces dettes-là. C'est quoi la nature? Est-ce que c'est des dettes prêts personnels? Est-ce que c'est des dettes prêts étudiants? Si jamais on fait face à des dettes de nature carte de crédit, si le coût d'intérêt est très élevé, avant de penser à épargne, avant de penser à planification de retraite, il faut s'attaquer à l'aspect remboursement de dettes. Parce que si tu étales ces dettes-là, même si tu fais des bons placements, tu vas chercher du 7, 18, du 9, du 10 mais que tu payes de l'intérêt à 18 à 20 tu ne t'avances pas. Donc, c'est vraiment de corriger l'aspect dette, d'avoir une stratégie, un plan basé sur la réalité budgétaire pour de dire quel montant d'argent on est capable d'allouer au remboursement des dettes pour se débarrasser des mauvaises dettes le plus vite possible. Et après ça, on peut se créer un plan qui est plus optique. Qu'est-ce que j'ai mis en place de 50, 30, 20 avec le bon pourcentage vers l'aspect épargne, vers l'aspect planification de retraite. Mais dépendamment de la nature des dettes et le coût d'intérêt des dettes, la première chose à s'attaquer, c'est vraiment le remboursement de ces dettes-là. Juste une précision avant de céder la parole, Dani. Tout ce qu'on a vu durant la présentation, parce que nous, à la Chambre de commerce, comme tu le sais, on a des membres qui sont au Québec et d'autres à l'international, en Afrique, en République démocratique du Congo en particulier. Est-ce que les conseils que tu as prodigués peuvent s'adapter à la République démocratique du Congo ou bien c'est vraiment un cas typiquement québécois, canadien? C'est sûr que c'est basé sur des produits qui existent au Québec. Le CELI, c'est un produit qui existe au Québec. Le REER, Québec, Canada, c'est des instruments financiers qui existent ici. Et mes licences me permettent de faire des recommandations par rapport à les produits qui existent ici. Par contre, l'aspect budgétaire, c'est un aspect qui est international hein, de bien calculer. L'aspect épargne, puis l'objectif pour l'épargne, c'est peut-être 18 ici, mais ça me surprendrait que ça sera bien loin de ça à l'extérieur par rapport aux différentes réalités économiques. Donc, ça sera de voir quels sont les instruments de placement qui sont disponibles à travers le marché. Mais la base, qui sont l'aspect budgétaire, l'aspect capacité de se créer de l'épargne, c'est des bases qui sont bonnes peu importe où on est. Il faut vivre en dessous de nos moyens pour se créer un espace pour réagir aux différents imprévus de la vie, pour être capable de réagir aux changements économiques. Puis ça serait de voir, point de vue, quels sont les produits d'assurance qui sont disponibles dans votre marché pour se protéger contre l'absence de salaire, un pépin médical. Donc, les bases sont essentiellement les mêmes. Ça serait de voir quels sont les produits du marché dans lequel vous êtes qui vous permettent de mettre ces choses en place. Parfait. Moi, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une question. Il nous reste 2-3 minutes. On peut prendre une question ou deux rapidement. Pas de questions, mais simplement merci pour la présentation détaillée des graphiques vraiment. Voilà, c'est visuel et il y a beaucoup d'éléments nouveaux que j'ai bien appréciés. Et les éléments que je connaissais déjà, c'est toujours important d'avoir un rappel, en fait, sur en fait, des bases, même de la finance personnelle. Et même en tant qu'entrepreneur, les bases de la finance s'appliquent entièrement parce qu'on a des charges, on doit les anticiper, on doit voir sur le long terme.
Donc, voilà, merci beaucoup pour la présentation riche en contenu. Merci. Merci beaucoup, Pamela. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une question rapidement? Bon, ben, Dani, je pense que pour le moment, il n'y a pas de questions, mais si jamais il y a des gens qui souhaitent te contacter, ben, ils peuvent toujours passer par nous pour la mise en relation. N'hésitez pas à le faire. Sinon, Dani, c'est quelqu'un qui est très disponible également, mais bon, on veut également savoir s'il y a eu des gens qui ont suivi cette vidéo et qui souhaiteraient rentrer en contact avec lui. Vous pouvez toujours communiquer avec nous. Il nous fera un grand plaisir de pouvoir vous mettre en relation. Sinon, Dani, écoute, au nom de la Chambre de commerce et à mon nom personnel, je tiens à te remercier vraiment pour toutes ces informations pertinentes que tu nous as communiquées. Un grand merci à toi, aux participants qui ont pris le temps d'être là avec nous et au plaisir de pouvoir collaborer encore ensemble très, très, très prochainement. Merci beaucoup, Dani. Merci, Fabrice. Continue tes démarches. Bon travail. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci. Bye-bye. Merci. Au revoir.